povoado milenar ao sul da Alemanha, junto à Floresta Negra, cidade natal de Martin Heidegger. Em 26 de setembro de 1889, Heidegger nasceu na Casa Amarela do Meio. Seus pais eram católicos e a sua origem social modesta. Quando fez 5 anos, sua família mudou-se para esta outra casa, de telhado vermelho. Desde cedo destinado ao sacerdócio, Heidegger foi coroinha nesta igreja católica de St. Martin, construída em 1526. Hoje, em reformas, a casa onde Heidegger passou sua infância situa-se em frente à igreja. Heidegger morou em Mesquius até os 14 anos, com os pais e os 2 irmãos. Ser e Tempo, a sua principal obra, Heidegger concluiu quando tinha 36 anos. Em 1906, ele tinha ido para Freiburg, que fica a 200 quilômetros de Mesquius. Em 1933, Heidegger tornou-se reitor da Universidade de Freiburg, onde era professor titular desde 1928, em substituição a seu mestre Edmund Husserl.
Este é o prédio da Faculdade de Filosofia. No segundo andar da faculdade, toda uma seção da biblioteca é dedicada à obra de Heidegger. De origem provinciana, Martin Heidegger sempre preferiu a vida simples e tranquila do campo. Referia-se ao ar vigoroso das montanhas e dizia que os camponeses eram muito mais agradáveis e interessantes do que os professores. Em 1922, sua mulher, Elfried, construiu para ele um pequeno chalé de madeira, isolado em uma encosta íngreme do vilarejo de Tottenauberg, na Floresta Negra, a 40 quilômetros de Freiburg. Nesse chalé, Heidegger escreveu Ser e Tempo. Grande parte de sua vida ele passou em Tottenauberg, comunicando-se apenas com camponeses e restrito círculo de amigos e discípulos. Escreveu Heidegger: ali, a vida, frente à alma, aparece pura, simples e grandiosa. O trabalho filosófico tem seu lugar bem no meio do trabalho dos camponeses. É da mesma espécie, pertence intimamente à Floresta Negra e aos homens que ali vivem. É guiado pelo mundo dessas montanhas e seus camponeses. Às vezes, meu trabalho lá em cima, no chalé, é interrompido longamente para conferências e meu ensino. Mas assim que torno a subir a encosta íngreme, todo o universo das questões antigas me invade, sob a mesma forma como eu havia deixado. Não é um monótono isolamento nas montanhas, e sim solidão. A solidão tem o poder original de não nos isolar totalmente, mas ao contrário, de lançar a existência inteira na ampla proximidade da essência de todas as coisas.
Em 24 de setembro de 1969, 2 dias antes de completar 80 anos, Martin Heidegger, em sua casa em Freiburg, foi entrevistado por Richard Visser para a TV alemã ZDF. Ja, um zunächst mit dem Kopfzerbrechen zu beginnen. Ich finde, das ist ganz gesund. Es ist noch zu wenig Kopfzerbrechen. Heute in der Welt nur eine große Gedankenlosigkeit, die eben mit der Seinsvergessenheit zusammenhängt. Und dieser Satz, die Wissenschaft denkt nicht, der viel Aufsehen erregte, als ich ihn in einer Freiburger Vorlesung aussprach, bedeutet, die Wissenschaft bewegt sich nicht in der Dimension der Philosophie. Sie ist aber, ohne dass sie es weiß, auf diese Dimension angewiesen. Zum Beispiel die Physik bewegt sich im Bereich von Raum und Zeit und Bewegung. Was Bewegung, was Raum, was Zeit ist, kann die Wissenschaft als Wissenschaft nicht entscheiden. Die Wissenschaft denkt also nicht. Das heißt, sie kann gar nicht denken in dem Sinne, mit ihren Methoden. Ich kann nicht zum Beispiel physikalisch oder mit physikalischen Methoden sagen, was die Physik ist. Sondern was die Physik ist, kann ich nur denken, philosophieren sagen. Der Satz, die Wissenschaft denkt nicht, ist kein Vorwurf, sondern ist nur eine Feststellung der inneren Struktur der Wissenschaft. Das zu ihrem Wesen gehört, dass sie einerseits auf das, was die Philosophie denkt, angewiesen ist, sie selbst aber das vergisst nicht? Und nicht beachtet. Zunächst ist zu sagen, dass ich nicht gegen die Technik bin. Ich habe nie gegen die Technik gesprochen, auch nicht über das sogenannte Dämonische der Technik, sondern ich versuche, das Wesen der Technik zu verstehen. Und wenn Sie diesen Gedanken zitieren, mit der Gefährlichkeit der Atombombe und noch einer noch größeren Gefährlichkeit der Technik, so denke ich an das, was sich heute als Biophysik entwickelt, dass wir in absehbarer Zeit imstande sind, den Menschen so zu machen, das heißt rein in seinem organischen Wesen, so zu konstruieren, wie man ihn braucht. Geschickte und Ungeschickte, Gescheite und Dumme. So weit wird es kommen. Die technischen Möglichkeiten sind heute bereit und wurden bereits schon von Nobelpreisträgern in einer Tagung in Lindau ausgesprochen, was ich in einem Vortrag vor Jahren in Mesquite schon zitiert habe. Also vor allem das Missverständnis ist abzulehnen, als ob ich gegen die Technik sei. Ganz im Gegenteil, ich sehe in der Technik, in ihrem Wesen nämlich, dass der Mensch unter einer Macht steht, die ihn herausfordert und der gegenüber er nicht mehr frei ist. Dass sich hier etwas ankündigt, nämlich ein Bezug des Seins zum Menschen. Und dass dieser Bezug, der sich im Wesen der Technik verbirgt, eines Tages vielleicht in seiner Unverborgenheit ans Licht kommt. Ob das geschieht, weiß ich nicht. Ich sehe also im Wesen der Technik den ersten Vorschein eines sehr viel tieferen Geschehnisses, was ich das Ereignis nenne. Woraus Sie entnehmen möchten, dass von einem Widerstand oder einer Aburteilung der Technik gar keine Rede sein kann. Sondern es handelt sich darum, das Wesen der Technik und der technischen Welt zu verstehen. Und meiner Meinung nach kann das nicht geschehen, solange man sich philosophisch in der Subjekt-Objekt-Beziehung bewegt. Das heißt, vom Marxismus aus kann das Wesen der Technik
nicht verstanden werden. Hier immer zu denken vom Griechischen her, von der Lethe, das heißt vom sich verbergen, vom sich entziehen des Seins. Das charakteristische Merkmal dieses Geschicks, in dem wir stehen, soweit ich das überhaupt wieder sehe, ist die Tatsache, dass die Seinsfrage, die ich stelle, noch nicht verstanden ist. Bestimmt, was das Seiende ist. Und die Antwort auf diese Frage gibt eine Bestimmung des Seins. Die Seinsfrage kann aber auch verstanden werden in dem Sinne, worauf gründet jede Antwort auf die Frage nach dem Seienden. Das heißt, worin gründet überhaupt die Unverborgenheit des Seins? Am Beispiel gesagt, die Griechen bestimmen das Sein als Anwesenheit des Anwesenden. In Anwesenheit spricht Gegenwart. In Gegenwart ist ein Moment der Zeit. Also ist die Bestimmung des Seins als Anwesenheit auf Zeit bezogen. Versuche ich nun, die Anwesenheit von der Zeit her zu bestimmen und sehe ich mich um in der Geschichte des Denkens, was über die Zeit gesagt ist, dann finde ich von Aristoteles an, dass das Wesen der Zeit von einem schon bestimmten Sein her bestimmt ist. Also, der überlieferte Begriff der Zeit ist unbrauchbar, um die Frage überhaupt zu stellen. Und deshalb habe ich in Sein und Zeit einen neuen Begriff der Zeit und Zeitlichkeit im Sinne der ekstatischen Offenheit zu entwickeln versucht. Die andere Frage ist ja eine Frage, die bereits Leibniz gestellt hat und die wiederum Schelling aufgenommen hat und die ich wörtlich wieder am Schluss meines schon genannten Vortrags, was ist Metaphysik, wiederhole. Aber diese Frage hat bei mir einen ganz anderen Sinn. Vorstellung dessen, was in der Frage gefragt wird, bedeutet, warum ist überhaupt Seiendes und nicht ferner nichts? Das heißt, wo ist die Ursache oder der Grund dafür, dass Seiendes ist und nicht nichts? Ich frage dagegen, warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr nichts? Warum hat das Seiende den Vorrang und warum wird nicht das Nichts als identisch mit dem Sein gedacht? Das heißt, warum herrscht und woher kommt die Seinsvergessenheit? Das ist also eine ganz andere Frage als die metaphysische Frage. Das heißt, ich frage, was ist Metaphysik? Ich frage nicht eine metaphysische Frage streng genommen, sondern nach dem Wesen der Metaphysik. Wie Sie sehen, sind diese Fragen alle eminent schwer und für das unmittelbare Verständnis im Grunde unzugänglich und bedarf eines langen Kopfzerbrechens. Nicht nur, sondern einer langen Erfahrung und vor allem einer wirklichen Auseinandersetzung mit der großen Überlieferung. Und eine der großen Gefahren unseres Denkens ist heute gerade die, dass das Denken, also im Sinne des philosophischen Denkens, keinen wirklichen ursprünglichen Bezug mehr hat zur Überlieferung. Wie das Schicksal des Denkens aussehen wird, weiß niemand. Ich habe im Jahre 1964 in einem Vortrag in Paris, den ich nicht selber gehalten habe, der in französischer Übersetzung vorgetragen wurde, unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens. Ich mache also einen Unterschied zwischen Philosophie, das heißt Metaphysik, und dem Denken, so wie ich es verstehe. Dieses Denken ist in der Sache sehr viel einfacher als die Philosophie, aber im Vollzug sehr viel schwieriger und verlangt eine neue Sorgfalt der Sprache. Keine Erfindung neuer Termini, wie ich einmal dachte, sondern ein Rückgang
auf den ursprünglichen Gehalt unserer eigenen, aber ständig im Absterben begriffenen Sprache. Und ein kommender Denker, der vielleicht vor die Aufgabe gestellt wird, dieses Denken, das ich vorzubereiten suche, wirklich zu übernehmen, der wird sich einem Wort fügen müssen, das einmal Heinrich von Kleist niedergeschrieben hat. Und das lautet, ich habe es in einem meiner Notizbücher einmal niedergeschrieben: Ich trete vor einem zurück, der noch nicht da ist, und beuge mich ein Jahrtausend ihm voraus vor seinem Geiste. Martin Heidegger nunca deixou de retornar periodicamente à cidade natal de Meszkius. Neste prédio da prefeitura local, Heidegger costumava proferir conferências no salão principal do segundo andar. Em 1959, recebeu o título de cidadão honorário de Meszkius. Hoje, aqui estão depositadas homenagens à sua memória. Seu retrato, sua última caneta, seu rosto em bronze e uma biblioteca dedicada à sua obra, onde não falta, inclusive, a edição brasileira de Ser e Tempo. A poucos metros de Meszkius está o cemitério da igreja de St. Martin, onde Heidegger manifestou o desejo de ser enterrado. Na filosofia de Heidegger, a morte não constitui um fato exterior que se agrega ao nosso ser, mas participa de sua constituição fundamental, como sua possibilidade mais própria, irremissível e insuperável. Somos um ser para a morte. Martin Heidegger morreu aos 86 anos em Freiburg, no dia 26 de maio de 1976. Jean-Paul Sartre nasceu em Paris em 21 de junho de 1905. Ao contrário de Heidegger, era de origem social burguesa, citadino por excelência, de temperamento irrequieto e intensa atividade prática. Politicamente engajado, defensor de causas populares, viajante do mundo. Conheceu Simone de Beauvoir na Escola Normal Superior de Paris, onde terminou o curso de filosofia em 1928.
A moda existencialista na boemia de Paris consagrou, aos 40 anos, o autor de O Ser e o Nada. Era a França do pós-guerra, da paz e da liberdade reconquistadas. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Em 1946, Sartre veio morar com a mãe em pleno coração de Saint-Germain-des-Prés, no quarto andar deste prédio, na Rua Bonaparte, número 42. Suas janelas davam para a igreja de Saint-Germain. Do escritório via-se a praça e o Boulevard Saint-Germain e a Rue de Rennes. Nas vizinhanças, o Café de Flore, o Café de Magot, a Brasserie Lippe, que Sartre frequentava e onde costumava trabalhar. Sartre morou aqui até 1962, quando seu apartamento sofreu atentado à bomba pelos partidários da Argélia Francesa. Nesse período, Sartre e Simone de Beauvoir tiveram suas vidas ricamente documentadas.
Heidegger, Sartre detestava o campo, mas gostava de viajar e encontrou-se com estadistas e personalidades de todo o mundo. De agosto a outubro de 1960, visitou com Simone pela única vez o Brasil, ciceroneado por Jorge Amado. Em 4 de setembro, deu uma conferência em Araraquara, São Paulo, tendo à mesa Jorge Amado, Simone de Beauvoir e os professores Fausto Castilho e Paulo Guimarães da Fonseca. Esteve no Rio de Janeiro, em Brasília, foi recebido pelo presidente Juscelino Kubitschek. Em 1962, Sartre mudou-se para Montparnasse. Passou a morar sozinho neste prédio do Boulevard Raspail, número 222. Seu apartamento de sala e quarto, de fundos, ficava no 10º andar. De um lado, o Ledon, onde muitas vezes trabalhava. Do outro, o bar Raspail Vert. Foi a fase de maior atividade política e contestatária de Sartre. Recusou o Prêmio Nobel de Literatura de 1964, como disse, para não ser transformado em uma instituição. Livre, continuou suas viagens pelo mundo. Livre, colocou-se em defesa de causas nobres. Em conferências, condenou a guerra do Vietnã e tomou partido dos estudantes no movimento de maio de 68. Assumiu o comando do jornal da esquerda proletária La Cause du Peuple. Aliou-se aos maoístas e, por tanto ativismo transgressor, acabou preso em 1970. Enquanto morava no Boulevard Raspail, Sartre aceitou participar do documentário Sartre par Louis-même, de Alexandre Astruc e Michel Contat. O filme foi rodado em seu apartamento em fevereiro e março de 1972. Com 2 câmeras, foram gravadas 9 horas de entrevistas. Além de Simone, figuram em cena André Gorst, Jean Pouillon e Jacques-Laurent Bost. De comprendre qu'est-ce qu'il avait pu faire qu'un garçon de 9 ans se mette dans cette névrose littérature
alors que d'autres sont normaux. Alors j'ai écrit en gros les mots, et puis une suite même, qui ne sera jamais publiée. Enfin, je voulais faire toute ma vie jusqu'à ce moment-là. Alors, c'est là que s'est placée cette autobiographie, qui m'intéresse moins actuellement. Enfin, ce problème m'intéresse, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'autobiographie, telle qu'on la ferait dans ce film, si on devait, c'est-à-dire le trajet d'un intellectuel, qui est né en 1905, jusqu'en 72 actuellement, mais le trajet d'un intellectuel. Quand vous avez écrit les mots, vous avez quand même, comment dirais-je, essayé de l'écrire dans la plus belle prose possible, pour que ça soit j'ai l'horreur de ce mot, mais un objet d'art, enfin disons un livre, qui est... parce que je voulais que ce soit... Oui, parce que je voulais que ce soit agaçant, le livre. Je voulais que ce soit un adieu à la littérature qui se fasse en bellicose. Enfin, c'est-à-dire, je voulais que les gens qui lisent ça se trouvent entraînés dans une espèce de contestation de la littérature par un livre qui soit écrit le mieux par la littérature elle-même, voilà. Alors j'ai écrit comme ça, mais je n'ai que les choses que j'écrivais avant, comme par exemple les communités de la paix, qui sont à peu près de cette époque-là, ne sont pas écrits comme ça. Ça, les mots, j'ai voulu que ce soit ça. Et c'est à la suite des mots pratiquement, en tout cas c'est à la même époque que vous avez reçu le prix Nobel, vous avez... C'est ça, c'est 2 ans après, je pense. C'est toujours pareil. Il s'agissait d'une œuvre que l'on considérait comme un désengagement, ce qui était une erreur grossière. Ça veut dire toute autre chose. Et puisque j'étais désengagé, alors la société bourgeoise voulait bien ne pas tenir compte de mes erreurs passées. Elle voyait là un aveu et elle me donnait le prix Goncourt, le prix Nobel. Elle vous pardonnait. Elle me pardonnait et elle considérait que j'avais droit au prix Nobel. Ce qui me paraissait monstrueux. Et le mot pardonner a été prononcé, ou en tout cas ne tiendra pas rigueur. Dans un article du Figaro littéraire, on disait il semble bien que M. Sartre sera nommé prix Goncourt. En tout cas, on ne lui tiendra pas rigueur à cause des mots, c'est ça, au prix Nobel. On ne lui tiendra pas rigueur à cause du livre en question. Et ils font toujours comme ça, d'ailleurs. Il y a toujours un livre, et puis après, ce livre doit être le dernier signe de vie de l'auteur. Après ça, on le tue avec le Nobel, et c'est bien fini. Ils sont tous morts, d'ailleurs, les prix Nobel, assez rapidement après. Sauf Moria, qui a duré longtemps. Et moi, je pense que je vis encore parce que j'ai refusé. Et c'est pourquoi vous n'avez pas écrit la morale annoncée à la fin d'être le néant. Parce qu'à ce moment-là, vous ne pouviez pas évidemment dire ce que vous dites en ce moment. Vous n'aviez que la démystification de la morale superstructure sans avoir la possibilité de l'autre. Et ça, alors, actuellement, je pourrais écrire une morale. J'ai d'ailleurs des notes là-dessus. Je ne sais pas si je le ferai, parce qu'il faut finir pour ouvrir d'abord. Mais enfin, ça existe, c'est possible. J'ai au fond écrit 2 morales. Une entre 45 et 47, complètement mystifiée. C'était la morale que je croyais pouvoir donner comme suite à l'être et le néant. J'ai des tas de notes, puis je les ai abandonnées. Et puis, des notes de 65 environ, sur une autre morale avec le problème du réalisme et le problème de la morale. Alors ça pourrait faire un livre, mais je ne l'ai pas fait. Peu d'écrivains qui aient répondu à votre idée de l'engagement de la littérature. Ce sont vos romans qui ont réalisé cette conception-là. Il y a une tentative constante des écrivains pour sortir de l'idée de la littérature et politique. Parce que les écrivains, même ceux qui étaient proches de Sartre, refusaient la notion d'engagement parce qu'ils voulaient bien s'engager comme individus, dire oui, nous partageons les idées et les buts, mais ils pensaient alors que leur activité littéraire, c'était une petite chapelle pour eux, où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, et ça ne tirait absolument pas à conséquence. Et la notion d'engagement les gênait profondément à cause de cela. Et même on a vu des écrivains s'inscrire au Parti communiste, quand ils ont vu que c'était un parti révolutionnaire qui ne ferait pas la révolution, par conséquent qu'ils les laisseraient bien tranquilles, pour pouvoir justifier leur littérature, qui alors, elle, ne comprenait plus du tout d'éléments politiques. Alors, ils ont fait ils étaient hommes politiques, puisqu'ils étaient dans le Parti communiste, mais ils ne faisaient rien là, parce qu'il n'y a jamais rien eu de fait. Et puis alors, ils étaient écrivains, et ils ne faisaient rien non plus de politique quand ils faisaient l'écriture. Mais c'était des communistes, donc l'homme au couteau entre les dents, par conséquent, ils étaient justifiés. Ça est très fort, le rapport de certains groupes désengagés avec le parti. Qui d'ailleurs toujours préféré la littérature désengagée à la littérature engagée à gauche. Toujours. Mais en effet, je pense que la politisation, proprement dite, n'est pas nécessaire à l'engagement. C'est la forme aboutie de l'engagement. Mais l'engagement, c'est d'abord la contestation par une œuvre littéraire de la situation actuelle, ou son acceptation, peu importe. Mais en tout cas, c'est le fait de reconnaître que la littérature
d'une manière générale, est beaucoup plus vaste que ce qu'elle dit. Elle implique nécessairement la remise en question de l'ensemble. Comme je l'ai écrit dans l'âge de raison, il y a une espèce de, mettons, de regret de ne pas être tel que j'aurais pu m'y engager. Je pensais que certaines personnes, plus engagées et plus costaudes, mettons, plus habiles au maniement des armes, ben, leur devoir, qu'ils sentaient comme tel, était là-bas. Et moi, non. Alors j'ai essayé d'expliquer ça dans Mathieu, d'ailleurs. Je pensais qu'il n'était pas requis. Et ça me désespérait dans le sens. C'est un petit peu ce qui a donné le fait que, ensuite, Brunet lui dit, ben, je ne parti communiste. C'est cette idée de n'être pas requis à ce moment-là, au nom d'une espèce de scrupule. Il y avait de ça, n'est-ce pas? Il y avait l'idée, c'est ce que j'ai dit dans Mathieu, et c'est un peu vrai. Je pensais que les hommes étaient beaucoup plus complexes que l'engagement au Parti communiste me permettait de le croire. Et je voulais garder cette complexité avec l'idée qu'un jour viendrait peut-être où je m'engagerais. S'il y avait une vieille idée de mon enfance, qui était qu'un écrivain, ça s'occupe d'écrire jusqu'à 50 ans. Puis à 50 ans, on fait J'accuse Zola, ou on va au Tchad, comme Gide. Enfin, on fait et on revient et on dit la colonisation est pourrie. Bref, selon moi, il y avait un moment politique que l'on d'ailleurs on remplissait sévèrement pendant 2 ans ou 3 ans, puis après on faisait des petites affaires. On écrivait des romans, des poèmes, mais après il y avait l'engagement politique qui devait être dans la vie de l'écrivain. Il vaudrait mieux que ce soit les peuples qui empêchent les gouvernements de déclarer la guerre, mais puisqu'il n'en est pas ainsi pour l'instant, au moins qu'on fasse un tribunal et qu'on lui donne sa valeur de tribunal en le faisant approuver par le peuple. C'est ce que nous avons voulu. L'important n'était pas les délibérations que nous avions. L'important était que nous donnions quelque chose de précis à lire et à juger aux masses. Et alors, si on avait obtenu suffisamment de crédit, de voix, alors ça aurait été un jugement légitime. Et par le fait qu'il a été très loin, puisque nous avons pu accuser les Américains de génocide et déclarer que finalement ils l'avaient fait. Et la nausée, j'étais déjà à penser que l'œuvre d'art est imaginaire, mais elle était écrite à partir d'une théorie sur laquelle l'œuvre d'art était un fait réel et métaphysique qu'on créait, une essence nouvelle qu'on donnait au monde. Alors, quand Roquentin pense qu'il va être sauvé à la fin par l'œuvre d'art, il se fout dedans. Il va aller à Paris, puis il fera n'importe quoi, mais il ne sera pas sauvé. Mais je l'écrivais quand même en lui faisant croire, parce que ça avait été le départ, l'idée première de la chose. Et vous avez raison, le problème était pour moi, au contraire, de comprendre ce que vous voulez dire, être dans l'imaginaire, c'est-à-dire faire une œuvre d'art. C'est un problème, alors, que j'ai traité dans l'imaginaire, mais parce qu'on m'a demandé de le traiter. C'est Goethe, qui était un philosophe allemand, mais qui vivait en France, qui m'a dit, mais il manque, le chapitre n'existait pas dans l'imaginaire, il manque un chapitre concernant l'art. Bon, alors, je l'ai fait, ce chapitre, je l'ai vu. Et après, alors, longtemps, j'ai repensé à ça. Et si vous voulez, maintenant, dans Flaubert, c'est le vrai rapport de l'artiste avec l'imaginaire qui est l'œuvre d'art. C'est un des sens du livre de Flaubert. Ano depois, no outono de 1973, Sartre ficaria praticamente cego. Tinha perdido o uso da vista direita aos 4 anos e agora deixava de enxergar com a esquerda. Reconheceu então: meu ofício de escritor está completamente perdido. O único objetivo de minha vida era escrever. Em certo sentido, isso me tira toda a razão de viver. Por assim dizer, eu era, e não sou mais. Boulevard Edgar Quinet, número 29. Em 1973, sem sair de Montparnasse, Sartre vai morar junto da Torre Montparnasse, de 56 andares. Seu apartamento é alugado, de 3 peças, no 2º andar do bloco A2. A escadaria conduz ao jardim interno do condomínio. Suas reuniões de trabalho passam a ser feitas aqui, mas Sartre confessa: não gosto deste lugar.
é onde não trabalho mais. Foi o último endereço de Sartre. Mesmo nos últimos tempos, manteve sua presença na luta pelos seus ideais de justiça e liberdade. Sartre será lembrado pelos momentos de pleno vigor, quando sua voz se erguia em favor dos mais altos valores humanos e traduzia sua atitude perante a vida, como ao assumir a presidência do Tribunal Bertrand Russell contra crimes de guerra no Vietnã e em seu discurso inaugural em Estocolmo, no dia 2 de maio de 1967. Le Tribunal Russell est né de cette double constatation contradictoire. The Russell Tribunal is issued from this double contradictory evidence. La sentence de Nuremberg a rendu nécessaire l'existence d'une institution destinée à enquêter sur les crimes de guerre, et s'il y a lieu à en juger, ni les gouvernements ni les peuples ne sont aujourd'hui en mesure de la créer. Nous sommes parfaitement conscients de n'avoir été mandatés par personne. Mais si nous avons pris l'initiative de nous réunir, c'est que nous savons aussi que personne ne pouvait nous mandater. Certes, notre tribunal n'est pas une institution, mais il ne se substitue à aucun pouvoir institué. Il est issu, au contraire, d'une incapacité générale, d'un vide à combler et d'un appel généralisé, mais qui ne trouve pas le moyen de se faire entendre. Le tribunal Russell estime que sa légitimité se fonde en grande partie sur sa parfaite impuissance et sur son universalité. Poucos metros à esquerda do apartamento do Boulevard Edgar Quinet fica o cemitério de Montparnasse, onde estão depositadas as cinzas de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, sua companheira por 50 anos. Ao contrário de Heidegger, Sartre dizia que a morte não pertence à realidade humana. É um puro fato, radicalmente contingente, que está fora de nossos possíveis, que não podemos esperar e nos atinge de fora, por mero acaso. É absurdo que tenhamos nascido, é absurdo morrermos. Jean-Paul Sartre morreu em Paris aos 74 anos, no dia 15 de abril de 1980.